Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Beaucoup d'images dans votre radio ce matin, des images animées puisqu'on va parler de télévision. Avec vous, Aurélien Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous publiez Télé-réalité chez Gallimard, un roman qui met en scène un Drômois et ce détail a plus d'importance qu'on ne le pense. Il s'agit de Sébastien Bitreau, fils d'un plombier chauffagiste, passionné de comptabilité. Après la rencontre avec une célébrité de la télévision, eh bien, ce jeune homme va quitter sa Drôme natale pour la capitale et plonger dans l'univers du petit écran où il va connaître une réussite formidable. Et si je dis que le fait qu'il est Drômois n'est pas complètement inessentiel dans ce récit, ce n'est pas seulement par amour pour la Drôme, c'est tout simplement parce qu'il y a un homme qui s'appelle Stéphane Courby, qui est originaire de la Drôme, depuis Saint-Martin. On salue d'ailleurs les habitants depuis Saint-Martin. Et cet homme, Stéphane Courby, est probablement l'un des hommes aujourd'hui les plus influents, les plus importants du PAF. Pourquoi avoir décidé, Aurélien Bélanger, de présenter l'aventure d'un Rastignac qui réussit de manière si spectaculaire dans la télévision ? J'avais déjà travaillé le thème du Rastignac en 2012 avec mon premier roman, mais c'est un Rastignac de banlieue. On avait reconnu Xavier Niel, empereur du Minitel, devenu le roi d'Internet ou l'inverse. Et j'ai retrouvé une structure un peu similaire quand j'ai lu par hasard dans la presse des articles sur Stéphane Courby qui m'avaient jusque-là un peu échappé. Et il y avait quelque chose d'un peu similaire dans les destins, à savoir une extraction modeste, en tout cas de classe moyenne, et quelqu'un qui va devenir extrêmement puissant. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était à la fois, ça permettait d'être le révélateur et de raconter tout un monde, parce que c'est toujours une bonne trame narrative de raconter la naïveté de quelqu'un qui monte dans un truc plus grand et qui découvre comme ça le monde. On découvre le monde à travers ses yeux. Et ensuite, ça me permettait aussi d'impulser une sorte d'énergie, de raconter la France, parce que cette histoire entre Paris et la province est toujours centrale, et c'est le fameux thème rastignacien. Et puis restait cette source de fascination que j'ai depuis finalement toujours pour des personnages de puissants, dans un monde qui les valorise extrêmement, parce qu'on voit que la figure du milliardaire est aujourd'hui extrêmement valorisée. Et puis voilà, c'était amusant de commencer comme ça. De puissant à une époque où la télévision était encore très puissante. Alors on peut discuter de sa puissance aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que votre roman, il puise dans non pas la préhistoire de la télévision, parce que ça n'est pas à l'époque des pionniers de l'ORTF, mais en revanche, c'est l'époque des pionniers de la télé-réalité. Et là, on s'est rendu compte quelle était la puissance de cette forme nouvelle, la télé-réalité. En fait, la télévision a été gigantesque et elle est presque passée inaperçue dans nos vies. Alors, je m'explique, on l'a tous regardé, mais on l'a regardé avec toujours l'impression que c'était un piège cynique et qu'il ne fallait pas la regarder, et que c'était comme ça que l'histoire de France de ces 50 dernières années s'était écrite. Elle s'était écrite par la télévision. Les grands événements ont tous été télévisuels, du 11 septembre au débat de second tour de la présidentielle. Tout s'est passé à la télé, mais on l'a pas vu dans la mesure où, comme une sorte d'éléphant dans la pièce, on le traitait pas vraiment comme sujet, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu sale en fait, et que c'était au final des marchands de soupe. Et ça m'intéressait, maintenant que peut-être ça disparaît, de raconter ce qu'a été la très grande télévision, c'est-à-dire la télévision des années 80-90, qui générait des pics d'audience incroyables, parce qu'il y avait 5 chaînes, et du coup, une émission pouvait être regardée simultanément par 10 millions de personnes. Une époque qui semble incroyable, où des présentateurs météo étaient des stars, et quand un présentateur météo allait au supermarché, ça déclenchait une émeute. Moi, je me suis amusé à ça dans mon roman avec un présentateur de La Roue de la Fortune qui est reconnu à un péage. Scènes qui sont extrêmement emblématiques de ces années-là. En soi, c'est fou, et je voulais le raconter, parce que maintenant, peut-être ça va disparaître, et ça a été un moment comme ça, ça a été un moment du spectaculaire au sens de Guy Debord. Voilà, le spectaculaire a pris la forme de la télévision. Qu'est-ce que ça a été? Comment ça a impacté nos vies? Et oui, parce que l'un des paris de votre roman, Aurélien Bélanger, c'est de prendre en quelque sorte la télévision, et à l'intérieur de la télévision, la télé-réalité au sérieux. Tout à fait. Alors, la grande idée, et mon personnage, comme ça, est accompagné par son meilleur ami qu'il va rencontrer à Paris, un certain Philippe, qui a une sorte de rapport de dandy à la télévision, une sorte de dandy baudelairien perdu comme ça dans les années 80-90, et qui lui persuade que la télévision est un art non encore fixé. Et donc, du coup, à la dynamique un petit peu strictement capitaliste de son destin, il veut devenir riche et puissant, va s'ajouter de façon un peu discrète, mais de plus en plus obsédante, une dimension esthétique. Quelle a été l'esthétique de la télévision? Alors, on pense aux journaux de 20 heures, on pense aux
aux jeux qui sont extrêmement cruels. Les jeux télévisés, on les regarde comme ça de façon comique, mais quand on se souvient des lasers tourbillonnants de Qui veut gagner des millions, par exemple, il faut voir que c'est des anonymes qui sont jetés comme ça dans la fosse au lion, et c'est terrifiant. Voilà. Peut-être c'est ça. Et ils cherchent, ils trouvent pas vraiment. À un moment, ils pensent trouver, en inventant quelque chose qui est l'équivalent dans mon roman des enfants de la télé, une émission rétrospective qui va raconter l'enfance des gens, une sorte de Madeleine proustienne à base de Chapi Chapeau, de Casimir, etc. Ils pensent avoir trouvé. Puis au bout de quelques années, quelques mois, ils se rendent compte qu'en fait, ils recyclent les mêmes images d'archives, que ça n'avance pas. Et là, il fait la rencontre d'un industriel dans lequel on reconnaîtra John de Mol, le fondateur néerlandais d'Endemol, qui lui vend un nouveau concept qui sera définitif, qui sera la télé-réalité. Et la télé-réalité, cette année, elle a 20 ans. Elle apparaît en France avec Love Story en 2001. Mon hypothèse, c'est que c'est un grand genre télévisuel et que c'est un grand genre artistique. Un grand genre télévisuel, ça... En tout cas, c'est quelque chose de clair aujourd'hui, genre artistique, puisque vous allez plus loin que le fait de le qualifier de genre télévisuel. Moi, c'est une expérience esthétique très forte que j'ai fait, je pense qu'on est nombreux à avoir fait, c'est se promener dans une ville inconnue et voir les gens qui regardent la télévision. Cette position de spectateur, c'est d'une tristesse infinie, d'une mélancolie, on ne comprend pas ce qu'ils regardent, surtout si on est dans un pays étranger, et si on se rend compte qu'ils regardent des choses incroyablement médiocres, avec des vedettes inconnues, qui gagnent des fortunes dans des sortes de monnaies comme ça un peu disparues. En soi, c'est quelque chose de très très fort, cette position. L'idée, c'est qu'il y a dans ce dispositif, cette espèce de boîte à images chez les gens, quelque chose, j'exagère à peine, qui s'assimile un peu à la Renaissance, même à la pré-Renaissance, quand on a commencé à dessiner la perspective. Il faut bien voir qu'une émission de télévision, c'est de la perspective, c'est très anamorphosé. On fait toujours croire que c'est grand. Quand on débarque sur un plateau, on trouve toujours que c'est petit, parce qu'en fait, on a un peu triché, on a pris des trucs à Piero della Francesca, Giotto, etc. On a réduit l'espace, et on y fait figurer des personnages exactement comme autour des retables, on faisait figurer des personnages de saints. On fait cette mise en scène avec des couleurs très criardes, parce qu'au final, ça va aboutir sur des tout petits récepteurs dans des intérieurs un peu moches, etc. Et là, on fabrique quelque chose. On fabrique des images, et à un moment, les figurines qu'on fait jouer depuis des années, donc qui sont par exemple celles des sitcoms, celles des feux de camp, qu'on s'est vraiment moqué parce que c'était objectivement pas très bon, ces personnages, on va les décaler un petit peu. Les historiens du cinéma disent que tout change quand Bergman a fait dialoguer l'une de ses personnages face caméra, je crois dans Persona. Et ben, on retrouve le même dispositif. L'accession de la télévision à l'art, c'est dans les émissions de type télé-réalité, quand les personnages non seulement vivent des situations extrêmement stéréotypées, parce qu'ils ont été castés pour cela, pour être stéréotypés, mais à un moment, on va les isoler dans une pièce qui va s'appeler le confessionnal, et face caméra, ils vont dire ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça, à mon avis, ça change tout. C'est le moment où la Joconde nous regarde, c'est le moment où quelque chose se passe dans l'histoire de l'art qui n'a jamais été analysé sous l'angle de l'histoire de l'art. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que vous en parlez, vous évoquez cette expérience du loft, la télé-réalité, c'est toujours une expérience de confinement, alors même que le confinement est très à la mode, Aurélien Bélanger. C'est quelque part, c'était les précurseurs de ce qu'on a tous connu. Alors, on ne savait pas, je ne savais pas en écrivant le roman. Moi, j'étais content de fêter les 20 ans de la télé-réalité. Je n'allais pas imaginer qu'on allait tous vivre dedans. Mais c'est amusant de se rendre compte que ces codes qui sont nés comme ça, un peu par des producteurs cupides et avec des candidats arrivistes, donc qui sont vraiment nés un petit peu dans des circonstances, on va dire, un peu sales, on définit quelque chose qui ressemble à notre expérience actuelle. On pense à Zoom, on pense à cette prolifération des images dans le confinement. On n'est pas du tout confiné. De façon normale. On est confiné dans un monde d'abondance d'images. On consomme énormément d'images et d'autant plus qu'on est enfermé et on passe son temps à se regarder les visages les uns des autres. Je pense que sans la télévision, tout cela n'aurait pas été possible. Il ne s'agit pas seulement d'un truc technologique que Zoom est arrivé, que FaceTime, que les applications comme ça sont arrivées. Il s'agit d'un rapport à soi-même. Moi, c'est quelque chose que je trouve très, très important par rapport à ça. C'est quand j'étais enfant, il y avait des caméscopes, on faisait des faux journaux télévisés, et quand on se revoyait, on était effrayés par nous-mêmes. On était mal à l'aise, on avait le trac, on n'était pas bien. Et quand on s'enregistrait avec des petits magnétophones, quand on se réécoutait, on n'avait pas la bonne voix. Donc il y avait une sorte de truc très effrayant. Aujourd'hui, on n'est plus effrayé par notre propre image, on n'est plus effrayé par notre propre voix. C'est devenu notre voix. Donc en fait, on a intégré le spectacle à notre propre vie intime. Et alors, je ne veux évidemment pas divulgacher votre roman Aurélien Bélanger, mais il y a un contraste entre ces scènes parisiennes, extrêmement parisiennes, puisqu'on suit donc l'ascension d'un producteur, et la Drôme avec notamment un lieu, le Synclinal perché de la forêt de Soux, qui est un lieu sauvage, un lieu qui est au plus éloigné a priori de la claustration du loft.
Alors c'est un lieu moi, que j'ai découvert et qui m'a saisi quand je l'ai découvert, parce que c'est un lieu façon le monde perdu, c'est-à-dire c'est une sorte de cratère. Alors en vrai c'est pas volcanique, c'est un méandre perché, c'est-à-dire il faut imaginer une sorte de grande cuvette qui est suspendue dans le ciel, qui est beaucoup trop haute et qui est entourée sur quasiment tous ses bords de montagnes infranchissables. Donc ça ressemble à tous les dispositifs que mon jeune producteur a mis en place. C'est les dispositifs de claustration extrême de la télé-réalité, avec presque des douves, etc. C'est aussi quelque chose dans lequel on a envie de faire des expériences, de réintroduire. Ou des expériences ont été faites d'ailleurs. Ah, des expériences ont été faites en plus. Bah voilà, donc il y a quelque chose de quel type? Une expérience, notamment cette forêt qui jadis était une forêt privée, a été le siège de la reconstruction d'une sorte de réplique du Petit Trianon où il s'agissait de faire un établissement de luxe et on a essayé de recréer la grande ville et la grande vie dans ce lieu-là qui était évidemment complètement impropre à ce type de reconstruction. Bah c'est déjà, oui, voilà, c'est ça, c'est déjà presque un studio de télévision. Moi, ce qui m'avait marqué quand j'y étais allé, c'est que sur le bord, il y a une petite chapelle, et je me suis dit, en fait, voilà, on peut imaginer que la petite chapelle, c'est la régie. Voilà, donc c'est une chapelle, on y monte, et en fait, on découvrirait qu'en fait, il y a une régie avec plein de télé, et que, parce qu'à la fin, enfin, sans vouloir dévoiler le livre, mon personnage découvre ce lieu très très vite, et à un moment va disparaître, et va réapparaître sous une façon un petit peu mutante. En tout cas, il a changé de destin, il va réapparaître dans ce lieu, mais il y aura toujours ce soupçon qui va utiliser ce lieu pour y fabriquer de la télé-réalité. Roman après roman, Aurélien Bélanger, vous devenez le romancier de la culture geek, d'une certaine forme de culture populaire, à laquelle vous conférez d'ailleurs toujours une dignité. Pourquoi cette fibre ? Je l'ai découvert tardivement et rétrospectivement en découvrant cette phrase géniale de Walter Benjamin où il disait qu'il fallait ne jamais manquer de lucidité sur sa propre époque, mais y adhérer absolument. Et j'aime beaucoup cette espèce de dialectique. C'est-à-dire savoir qu'on vivait peut-être dans une sorte d'enfer, que le mal était partout, etc. Et en même temps, ne jamais céder à la tentation facile d'être réactionnaire, pour citer le grand ami de Benjamin Brecht. Brecht disait qu'il faut toujours préférer l'horrible aujourd'hui au meilleur hier. Il y a toujours dans le présent quelque chose à sauver, sans aller jusqu'aux éléments messianiques chers à Benjamin. Il y a toujours dans le présent quelque chose à sauver, quelque chose qu'on ne voit pas. Par exemple, la télévision faisait l'objet de discours cyniques ou de discours sur la décadence de notre civilisation. C'est comme ça qu'on a regardé la télévision. Je me dis que si j'arrive à la regarder un petit peu autrement, je ne vais pas la sauver comme forme artistique, ça serait prétentieux et exagéré, mais je vais réussir à voir peut-être quelque chose qu'on n'y a pas vu et voir un autre futur que le futur décliniste qu'on a tous vu quand on a vu entrer des candidats dans le loft avec un côté « mais c'est pas possible, ils ont inventé les camps de concentration et 50 ans après, ils inventent Love Story ». Mais les Européens sont fous. Je voulais aller plus loin que ces espèces d'intuitions. Les deux événements étant de nature assez différente. Les deux événements ont été comparés, c'est ça qui était saisissant, une polémique qu'on a un peu oubliée. Les événements ont été comparés à la sortie du loft. On a vraiment dit qu'il y avait quelque chose de nazi dans cette histoire. Et l'excès d'infective nous a presque empêché de voir l'objet. On disait que c'était des cobayes, que c'était des rats de laboratoire. On n'a pas du tout traité les candidats de télé-réalité comme des personnes, en fait. Mais alors, là aussi, Aurélien Bélanger, ce qui est étonnant dans votre écriture, c'est que finalement, il y a une forme d'ironie. Alors peut-être que c'est moi qui la place, peut-être n'y est-elle pas pour vous, mais après tout, est-ce que les livres que vous écrivez vous appartiennent-ils? Mais en tout cas, on ne sait jamais si ces histoires de télé-réalité, ces histoires de Minitel, ces histoires de Grand Paris, bref, les différents thèmes dont vous vous êtes emparé pour écrire des histoires, il faut les dire au premier ou au second degré? Disons que je les traite en tant que mythologie, mais en tant que je suis moi-même pris dans cette histoire parce que j'y crois en tant que mythe. Je n'aurais pas écrit sur le Minitel si j'avais pas cru vraiment que le Minitel avait ses chances contre Internet et que vraiment l'histoire a été décevante. Je n'aurais pas écrit sur la télé-réalité si j'étais pas admiratif de ce qu'était la réalité et en même temps lucide sur le fait que j'étais peut-être un peu bête de me laisser prendre à ce récit. Mais plus généralement, c'est toute l'histoire que j'ai d'une sorte de bon élève du monde industriel. J'ai grandi dans un monde où la France avait des fleurons industriels, des fusées Ariane, des Concorde, etc. Et je savais un peu, pas que c'était faux, mais que c'était problématique. Mais le traiter sous l'angle romanesque m'évite de le traiter sous l'angle de la condamnation ou de l'acceptation. Le traiter sous l'angle romanesque me dit « je suis conscient de ma propre bêtise, de mes propres limitations intellectuelles, parce que j'ai grandi dans cet environnement mental où la télé était quelque chose de gigantesque. Je ne vais pas juste écrire un petit livre rouge à la Bourdieu pour dire que la télévision, c'est abominable. Je vais dire que la télévision...
je participe à son imaginaire, elle est l'un de mes rêves, et moi-même, je suis l'un des rêves de la télévision, et on avance comme ça ensemble, et c'est compliqué d'avancer. C'est pour ça que je fais de la littérature, et pas des essais, parce que la littérature permet effectivement d'avancer ironiquement dans sa description du réel, et d'être sincère dans son ironie quelque part. Et le fait de mêler des personnages imaginaires, parce que Sébastien Bittrou n'est pas complètement Courby, c'est un personnage inspiré, mais ça n'est pas exactement lui, évidemment, et des personnages qui sont des personnages bien réels. On croise dans vos romans donc Xavier Niel, BHL, ou bien encore Alain Minc dans votre dernier livre. Alors c'est quelque chose que je fais en me documentant le moins possible, c'est-à-dire que j'utilise une fois de plus ces personnages comme ce qu'ils sont. Quelle incroyable personnalité mythique que BHL. Il n'y a même pas besoin d'essayer de le comprendre. On le voit exister, marionnette de lui-même à la télé depuis notre plus tendre enfance. Alain Minc, je ne connais rien d'Alain Minc, mais l'idée qu'on dise qu'il est une sorte de confesseur occulte du capitalisme français, en soi, le rend instantanément romanesque. Donc utiliser ces choses pour leur valeur romanesque et un outil littéraire que j'utilise et avec beaucoup de plaisir en fait. Bon, enfin, vous êtes quand même aussi des deux côtés de la caméra. Je veux dire par là que vous avez travaillé à la télévision, vous travaillez à la radio, à France Culture, donc cet univers-là ne vous est pas non plus complètement étranger, Aurélien Bélanger. Alors justement, toute la question, c'est que il faut revenir sur... là, je parle en direct dans un micro. J'aurais vu ça quand j'avais 15 ans, j'aurais été terrorisé de panique. Et j'essaie de garder un peu de cette panique et de ce rapport que j'avais à ces médias, de ce rapport que j'avais à la réalité, un rapport où tout ça, ce sont des déités enfantines qui me terrifient. Et j'essaie et de faire de la littérature à partir de ça et d'essayer de garder la fraîcheur terrifiée d'un enfant qui découvre le monde, parce que je pense qu'on s'habitue effectivement à faire des choses comme parler en direct dans un micro, et on oublie l'aspect profondément anormal que ma voix en ce moment arrive dans des centaines de milliers d'oreilles. C'est quelque chose dont j'essaie de me rappeler, parce que ça participe d'un émerveillement d'enfant face au monde, et un émerveillement dans lequel le mal a sa part, parce que ce n'est pas normal qu'une voix humaine puisse atteindre des centaines de milliers de voix en simultané. C'est pas normal, et c'est même possiblement dangereux, en fait. Il y a aussi... en exergue une phrase de La vie de Rancé de Chateaubriand qui voudrait aujourd'hui être immense sans être vue. Je sais que c'est un livre qui compte beaucoup pour vous. J'aime beaucoup La vie de Rancé pour un détail, c'est que depuis une vingtaine d'années, le roman s'estompe. On voit par exemple avec Le triomphe d'Emmanuel Carrère, qui a objectivement renoncé au roman, qui raconte d'autres récits, etc. Et il me semble que si on fait la préhistoire de ce mouvement de renoncement au roman pour un récit intriqué de choses réelles, l'un des grands précurseurs de ça, c'est le Chateaubriand de La vie de Rancé. Il a déjà toute son immense œuvre romanesque derrière lui, mais dans La vie de Rancé, à la demande de son confesseur, il fait vraiment une biographie à base d'éléments réels, et c'est une sorte de texte extrêmement moderne, parce que c'est presque un ready-made. Il y a des montages, il y a des extraits d'autres biographies qui citent intégralement, et Rancé reste le grand modèle de ce qui a complètement disparu, un homme, un aristocrate incroyablement plongé dans le monde, qui va décider de quitter le monde et donc d'accomplir ce mouvement qu'on fait tous en ce moment, qui est propre à la télé-réalité, une sorte de mouvement de retrait. Aurélien Bélanger, Télé-réalité, votre roman aux éditions Gallimard. Vous serez rejoint dans quelques instants par une écrivaine, Annie Lebrun. Elle publie Ceci tuera cela, images, regards et capital. On continuera donc d'évoquer ce que l'image fait à notre société. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22, nous sommes en compagnie du romancier Aurélien Bélanger qui publie Télé-réalité, un roman chez Gallimard. Dans ce roman, on suit les aventures de Sébastien Bittrou, qui est une sorte de Rastignac qui va devenir un personnage extrêmement puissant dans le monde de la télévision grâce à la télé-réalité. Et nous accueillons Annie Lebrun. Bonjour. Annie Lebrun, vous publiez en compagnie de Jury Armanda Ceci tuera cela, images, regards et capital. C'est une réflexion sur l'image, une suite de la réflexion que vous avez entamée sur la question notamment de l'enlaidissement du monde. Mais avant d'évoquer ce sujet, les images, j'aimerais
malgré tout une réaction sur les paroles, puisque vous débutez ce livre, on va s'interroger sur la signification de ce titre, Annie Lebrun, mais vous débutez en disant que l'on se rassure, ce livre, ceci tuera cela, n'est pas une nouvelle spéculation autour d'un virus qui aura eu pour effet secondaire de rendre les hommes intarissables à son sujet. Justement, j'aurais aimé avoir votre analyse sur cette bulle discursive qui a trait au virus, Annie Lebrun. Oui, j'ai été étonnée par la pléthore de témoignages. Oui. Et c'était à qui se presserait pour venir dire quand même énormément de banalités. C'est-à-dire qu'on était enfermé, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfermé, sans justement voir la spécificité de cette pandémie qui a révélé le nouveau statut de l'image. Parce que tout d'un coup, on a eu la preuve flagrante que l'image est devenue un moyen, une arme de substitution et un moyen d'échapper au monde et une image complètement nouvelle qui tend à remplacer le monde. Et ça, il semble que dans les analyses qui ont été faites, rien n'a été dit de cela. Et je supportais assez mal qu'on ne voit pas la nouveauté du phénomène. C'est-à-dire que... Et tout d'un coup aussi le fait qu'il y a eu une pléthore d'images qui a déferlé de tous les côtés. Quel genre d'image, Annie Lebrun ? Eh bien, toutes les images, si on peut dire. C'est-à-dire que, en général, dans les pandémies se signalaient par l'absence d'images, tout s'arrêtait. Et voilà que tout d'un coup, il y a eu une surproduction, une production exponentielle d'images qui a fait que on a eu l'impression on voyait qu'on continuait à vivre à travers l'image. Le titre de ce livre, « Ceci tuera cela », une formule d'Hugo, pourquoi l'avoir utilisée ? Qu'est-ce qu'elle signifiait ? Qu'est-ce qu'elle signifie maintenant pour vous, cette formule ? C'est une phrase de Hugo dans Notre-Dame de Paris, quand un de ses héros considère justement le sorte de livre de pierre qu'étaient les cathédrales, et c'est au moment où commence l'imprimerie, et ce personnage réfléchit en voyant bien que l'imprimerie va complètement se substituer au livre d'images que constituaient les sculptures des cathédrales. Et à un moment, il dit « ceci tuera cela ». Et de façon assez récurrente, quand il y a eu de nouveaux modes d'expression, en particulier à travers l'image, la plupart des gens se sont référés à cette réflexion de Hugo. Mais c'est-à-dire on peut dire jusqu'à Umberto Eco, qui a dit par exemple que l'informatique va tuer le livre. Ça n'est pas vrai. Le livre continue d'exister. Et ce qui, moi, paraissait important de dire que vraisemblablement quelque chose, ce qu'il y avait de nouveau dans ce qui se passait, c'est que quelque chose était en train d'être tué sans qu'on sache vraiment ce qui était tué, parce que tout le monde numérique se présentait comme une optimisation de ce qui est. Et c'était très difficile de voir qu'est-ce qui était tué. D'abord, il n'y a pas de cadavre. Donc c'est un crime sans cadavre, c'est ça qu'il fallait. Mais alors, quel monde disparaît selon vous et est obstrué par les images ? Parce que donc on l'a bien compris, pour vous, le moment que nous traversons, Annie Lebrun, et c'est ce que vous expliquez dans « Ceci tuera cela », n'est pas un monde de raréfaction, c'est au contraire une transformation par le trop-plein. Oui, et par justement par la quantité exponentielle d'images qui est produite. Parce que il me semble qu'on est entré dans une nouvelle ère où l'image domine complètement notre vie. C'est-à-dire qu'on peut dire que le XXe siècle a été dominé par la reproduction de l'image telle que Walter Benjamin l'avait magistralement analysée. Alors le philosophe Walter Benjamin, il faut expliquer ce que racontait Benjamin et pourquoi il occupe une place si importante dans votre livre « Ceci tuera cela », Annie Lebrun. Parce que Walter Benjamin a été le premier à voir que la reproduction mécanique de l'image changeait le statut de l'image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'avait plus
l'image originale, quelque chose disparaissait avec la reproduction de l'image. C'est ce qu'il appelait l'aura, c'est-à-dire tout ce qu'une image peut dégager et qui est très difficilement descriptible. En revanche, et effectivement, tout le XXe siècle a vécu sur cette reproductibilité de l'image qui, néanmoins, véhiculait le contenu de l'image. Or, avec ce qui se passe avec la technologie mise en place avec le monde numérique, on n'est plus dans la reproductibilité, on passe dans l'ère de ce qu'on peut appeler l'ère de la distribution, dans la mesure où, aussitôt produite, l'image n'est plus reproduite, mais elle est immédiatement distribuée, et elle est distribuée de manière exponentielle. Donc, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une sorte de pris dans un flux d'images, et ce qui importe, la conséquence de ça, ce qui importe, c'est que l'image ne montre plus, c'est que l'image se montre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que pour la première fois, on a une sorte de collusion entre la dynamique technologique, la dynamique des algorithmes qui est exponentielle, et la dynamique du capital. Aurélien Bélanger, dans votre livre, vous traitez d'une catégorie particulière d'images, des images produites par la télévision, parce que jusqu'à présent, on avait eu affaire à des images artistiques qui avaient en tout cas une intention artistique, et avec la télévision, on voit apparaître un flot d'images qui, elle, n'a pas cette prétention-là. Ce qui est intéressant avec l'image télévisuelle, c'est qu'elle ressort la catégorie du kitsch. Et dans la catégorie du kitsch, le kitsch, on dit souvent que c'est de l'art dégradé. En fait, il faut peut-être voir l'inverse. En fait, la catégorie artistique nous empêche de bien regarder les images. Quand elles sont nettoyées de cette espèce de surmoi artistique, dans le kitsch, on voit vraiment ce qu'elles sont. Et l'une des façons peut-être de restituer de l'aura aux images, c'est de les analyser comme un confluent d'intérêts divers et de considérer que l'image est la mise en scène du capitalisme par lui-même. Et donc, on peut non pas sauver l'image, mais la restituer comme ça. Je pensais à autre chose en vous écoutant parler tout à l'heure. C'est un texte que j'ai lu, je suis désolé, je me souviens plus de l'auteur, qui dit qu'en fait, qui consomme les images aujourd'hui, c'est les algorithmes. Et le vrai regardeur final, aujourd'hui, des images, c'est les algorithmes qui analysent les images pour nous proposer de nouvelles choses, etc. Et que finalement, les images sont devenues complètement autonomes et n'ont plus besoin de regardeurs. Oui, Annie Lebrun. Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qui se passe justement de cette nouvelle... C'est ça, la nouveauté, c'est la collusion justement de la dynamique des algorithmes et du capital. C'est que tout d'un coup, l'image est investie par le nombre. Et c'est comme si un ver s'était infiltré dans le fruit de l'image, et de ce fait, on ne consomme plus d'images, mais on consomme du nombre. Et c'est pour ça que nous vivons dans cette sorte de dictature de la visibilité, puisque importe seul le nombre de fois qu'une image est vue. Et les images fonctionnent toutes seules. Et de plus en plus, c'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est un regard sans image. On vit dans un monde où on a un regard sans yeux. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Et Aurélien Bélanger, la dictature de la visibilité, alors je ne sais pas si vous reprendriez le terme de dictature, mais en tout cas, la question de la visibilité, elle est au cœur de votre roman, et de la question notamment de la télé-réalité. La télé-réalité, c'est notre devenir tous image, où on se rend compte que par l'image, on a une médiation immédiate à soi-même, et qu'on a presque besoin... L'image joue presque le rôle que jouait traditionnellement la conscience de soi dans les théories philosophiques. C'est par l'image de soi-même qu'on accède à soi-même, et la télé-réalité est du commentaire d'image, parce que c'est un montage très accéléré de ce qui se passe, et ensuite soi-même qui vient face caméra raconter ce qui s'est passé. Et justement, Annie Lebrun, lorsque vous parlez de ceci tuera cela, parce que il s'agit finalement chez Hugo de deux formes de récit. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'image qui a tué le récit? Est-ce que l'image supporte un autre récit? Qu'en pensez-vous? On se trouve devant des images sans imagination. C'est-à-dire, effectivement, c'est des images produites réduites au nombre.
et c'est pour ça que c'est intéressant quand vous évoquez la télé-réalité. En quelque sorte, c'est une matérialisation de ce qui va se passer aujourd'hui, mais de façon dématérialisée. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un monde fictif qui est installé avec la télé-réalité, et alors que maintenant, ce monde-là n'est plus matérialisé, mais on vit, et le grand enjeu, c'est d'essayer de ce que l'image est en train de vaincre complètement la réalité. Vous, Aurélien Bélanger, ça pourrait vous faire de la concurrence d'image, parce que vous évoquiez tout à l'heure la vie de Rancé. Vous disiez finalement la vie de Rancé de Chateaubriand est en quelque sorte en germe la matrice de l'autofiction qui aujourd'hui est devenue un genre important dans le domaine littéraire. Et on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de réel aujourd'hui dans nos cervelles, du réel lié à la télé-réalité, lié à l'autofiction, et finalement le genre qui est de moins en moins important, c'est le genre du roman romanesque. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte, face à la profusion des images, qu'on vivait déjà dans une image, mais l'image antérieure dans laquelle on vivait ne se donnait pas comme image. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de fuite en avant. J'ai du mal à être conservateur par rapport à ça et à invoquer une réalité antérieure. Je ne veux pas faire de vous un conservateur. C'est pas sur ce plan-là, mais vous qui êtes un roman, vous inventez des histoires. Et de plus en plus de gens font du réel, ou ils prétendent que c'est du réel, c'est l'autofiction, c'est la télé-réalité, qui est quand même quelque chose qui se targue d'être non pas une fiction, mais quelque chose de vrai, qui arrive sous la caméra. Ça nous ramènerait finalement à la télé-réalité comme ultime avatar de la longue histoire du théâtre. Pour avoir besoin de voir qui nous sommes, on a besoin de voir une représentation. Et aujourd'hui, en tant que grand art populaire, le théâtre n'est plus un grand art populaire depuis longtemps. Par contre, la télé-réalité représente vraiment ce que peut être un grand art populaire, à savoir, ça joue vraiment sur la catharsis, c'est-à-dire qu'on voit représenter des passions délirantes, et peut-être qu'on s'en lave en les regardant à l'écran. On voit se représenter des situations stéréotypales, oui, de nos vies. Stéréotypées de nos vies, voilà, qui se reproduisent comme ça à l'infini. Et ça nous permet peut-être, par une sorte de retour dialectique, de comprendre que nos vies elles-mêmes n'échappent pas absolument aux stéréotypes. Et dans cette espèce de devenir image, on opère une sorte de retour dialectique sur nous-mêmes. Et on se rend compte, tout ce que nos vies avaient, pour employer un grand terme, je pense qu'il faut réhabiliter, un grand terme marxiste, tout ce que notre vie avait d'aliéné déjà. Alors ça, c'est quelque chose qui vous parle, Annie Lebrun. Oui, c'est-à-dire que on est en train de vivre, moi, ce que nous avons appelé une sorte de smart colonisation. C'est-à-dire, effectivement, il s'agit ce qu'on nous montre, c'est une sorte de réalité qui a l'air d'être une réalité augmentée, mais dans le fond, qui est une réalité amputée du corps. Et tout d'un coup, on est pris dans cette sorte de prison d'images qui ne sont plus que le reflet frelaté de ce que nous sommes censés vivre. Et c'est ce qu'on a appelé ce qu'on a appelé la smart colonisation, parce que aussi c'est une image il faut bien voir que c'est une image qui génère continuellement du profit, et qui en générant du profit génère aussi le contrôle. Et le contrôle permet aussi le profit, et réciproquement. On est pris dans cette sorte de cercle vicieux qui fait qu'on ne sort pas de ce monde-là, qui est présenté comme un monde où des choses vont se passer. Dans le fond, on est complètement enfermé. C'est quelque chose qui nous renvoie continuellement à nous-mêmes, à cette prison d'images dans laquelle nous sommes pris. Dans votre roman Aurélien Bélanger, il y a Alain Minc qui s'entretient avec Bitreau, le héros dont on suit l'ascension, et qui lui délivre un message. Il lui dit, voilà, c'est la fin de la télévision en substance, elle va mourir. Est-ce que ça veut dire que ce robinet à images-là, il va périr, va être remplacé par l'autre robinet, autrement dit par Internet ? Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est vraiment l'objet de l'art. Par exemple, je pense que l'objet du cinéma, le cinéma disparaîtra, mais ce qui restera, le vrai objet du cinéma, c'est l'invention du montage. Le vrai objet de la télévision, c'est le rapport de soi-même en tant que média. Voilà, ça va disparaître. La télé-réalité va infuser nos vies. Aujourd'hui, on n'a plus de candidats télé-réalité, on a des influenceurs. Ils ont gardé ce qu'on ne pensait pas être l'essence de la télévision. On pensait que l'essence de la télévision, c'était le plateau. Le plateau a éclaté, mais il reste juste cette espèce de structure comme ça qui va dériver dans le temps et dans l'espace de l'influenceur.
l'influenceur est un candidat du loft qui est parti marcher un petit peu plus loin et qui a un rapport extrêmement problématique et en même temps extrêmement intéressant à lui-même en tant qu'image, à ses regardeurs, etc. Avec son lien avec le capital, puisque l'influenceur est là pour faire vendre des choses, Annie Lebrun. Oui, il est là pour faire vendre des choses et il faut bien voir la façon, effectivement, dont vous avez justement dit qu'on l'a laissé partir comme ça dans le monde et qui rend compte très bien de la dynamique virale des images. Parce que, aussi, il faut bien voir que la pandémie que nous vivons est doublée par cette sorte de pandémie de l'image qui est justement transportée par le virus, on pourrait dire, est transporté par les influenceurs. Et là, je n'exagère pas, puisque dès 2011, le patron de Google, Eric Schmidt, disait que ce qui est en train d'arriver avec Internet, c'est une force dont on n'a pas encore idée, et que seuls les virus biologiques ont cette force exponentielle. Et effectivement, on pourrait dire que l'influenceur dont vous parlez est le porteur justement de cette image virale, puisqu'il faut que l'image se multiplie et arrive à complètement dominer le paysage, pour une sorte pour arriver à ce que cette prison de reflets de nous-mêmes s'installe complètement et se referme de plus en plus autour de nous. Mais ce qui est quand même étonnant, là aussi, Aurélien Bélanger, dans la manière dont nous suivons ces images avec la télé-réalité, avec cette nouvelle forme de notoriété, de célébrité, c'est-à-dire des célébrités anonymes, tout simplement parce que elles durent peu, parce que on ne sait pas très bien sur quoi repose leur célébrité, et puis aussi parce qu'elles sont sans cesse remplacées par d'autres célébrités, les influenceurs en l'occurrence. Ça change par exemple les règles de la société du spectacle. Ah oui, incontestablement. Avant, il y avait un parcours obligé rastiniacien du succès et de la célébrité. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça a coulé comme de l'eau à travers le sable et on ne sait plus comment faire, et on se dit que la façon qu'on a de faire, il n'y a même plus de reproduction presque possible, parce que la façon que la génération a eu de faire n'est plus possible pour la génération d'après. Mais le corollaire optimiste de ça, c'est qu'on est probablement en pleine renaissance, qu'aujourd'hui, si on veut faire de la bonne philosophie de l'histoire, il faut probablement en passer par l'histoire de l'art, il faut regarder vraiment les images, considérer que les images ont un rôle de moteur historique, comme elles l'ont été de façon magistrale à la Renaissance, que tout passe comme ça, et que cette chose un peu délaissée, moi je le dis pour la télé, parce que je trouve que la télé, on n'a jamais su la regarder correctement. En fait, il faut qu'on refasse de l'histoire de l'art, il faut qu'on refasse de l'esthétique, et c'est là probablement que peut se trouver l'une des clés. Annie Lebrun, vous écrivez d'ailleurs dans votre livre « Ceci tuera cela » aux éditions Stock, il y aurait un roman de l'image à écrire. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, parce que, par exemple, ce qui vient d'être évoqué, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on n'a pas prêté attention justement au rôle essentiel de l'image dans notre histoire, et on s'aperçoit justement qu'aujourd'hui, vous avez bien fait d'évoquer la Renaissance, sauf qu'il se passe un phénomène complètement inverse, parce qu'on est dans une sorte de zoom culture, si on peut dire. Maintenant, n'est-ce pas, chacun de nous, avec le zoom, se trouve être le centre du monde. Et c'est-à-dire le centre du monde, et c'est le monde qui peut s'agrandir ou se rétrécir suivant nos désirs. Et de ce fait, avec cette sorte de culture du zoom, on perd la notion d'échelle. Il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus que soi comme échelle. Et en perdant cette échelle, en perdant la notion d'échelle, en perdant la notion de perspective même, et ne parlons pas la notion d'infini, puisqu'on pourrait dire que le zoom se substitue complètement à l'infini, eh bien quelque chose est en train de disparaître. Et par exemple, on peut voir qu'est-ce qui se passe aussi à travers avec le selfie. Quand on voit les selfies, c'est une multiplication de regards parallèles. Chacun se regarde soi-même et envoie sa propre image. Mais il n'y a plus que des regards parallèles. Du coup, il ne faut pas s'étonner du tout qu'au moment où prolifèrent les selfies, qu'il n'y a plus de consensus possible. Parce qu'on ne partage plus d'infini.
Ça veut dire aussi que cela crée une nouvelle forme d'aristocratie. Alors, dans votre roman Télé-réalité Aurélien Bélanger, comme dans la plupart de vos romans, il est question de réussite. Et on retrouve un thème classique dans la littérature française, je ne sais pas, du 19e, où on avait chez Zola, chez Balzac, des ascensions sociales, parfois des chutes. Une nouvelle aristocratie, c'est par exemple ce que vous évoquez, le culte des animateurs dans les années 80 et 90. J'ai été fasciné, comme beaucoup de lecteurs, par le grand discours de Vautrin dans Le Père Goriot, où il explique vraiment le fonctionnement de la société comme société secrète. Ce qu'il y a, c'est une sorte de société secrète qui domine tout. Ça a donné à ma gauche le complotisme, à ma droite des choses beaucoup plus marrantes, beaucoup plus romanesques. Et la télévision a vraiment joué ce rôle de société secrète. On avait l'impression que quand on entrait sur un plateau de télévision, c'était à chaque fois le vrai cénacle, et que ce qui se passait dans les coulisses de télévision, c'était vraiment les grands partages et les grandes décisions de l'histoire contemporaine. Et est-ce qu'on a vraiment... alors, ceci a vraiment existé, j'ai voulu en témoigner, mais est-ce qu'on regrette vraiment un monde où PPDA trône au sommet seul de la hiérarchie, de la hiérarchie de la société française? Je ne suis pas certain, en fait, que... ce qu'on voit aujourd'hui dans cette espèce de grouillement, de selfie, de ce frémissement démocratique, c'est probablement beaucoup de chaos, mais c'est aussi la constitution d'une société qui échappe à cette espèce d'ère médiévale de l'animateur-producteur-roi, cette espèce de système hiérarchique, oligarchique, et je ne peux pas m'empêcher d'être assez optimiste, en fait. Alors, je ne sais pas si, Annie Lebrun, vous êtes aussi optimiste, puisque vous dites notamment que notre rapport au monde extérieur et notre intériorité sont atteints par cette configuration et la place acquise par les images. Par conséquent, s'il fallait donner une dominante, la dominante de votre essai Ceci tuera cela, c'est plutôt une forme de pessimisme sur notre situation Oui, actuelle. parce que effectivement, ce que vous dites, là, il y avait une hiérarchie. Sauf que maintenant, on assiste à une privatisation de tout. Et cette privatisation est liée justement est liée au fait que maintenant l'image est l'équivalent de l'argent. Et du coup, on a une privatisation qui est une privatisation du savoir, une privatisation de la censure, qui est maintenant, qui reproduit la vente personnalisée, puisqu'on est dans une société de masse personnalisée. C'est sur le modèle de ce qu'a fait Amazon, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout d'un coup, vous achetez quelque chose et immédiatement, toutes ces entreprises-là essayent de personnaliser la masse. Et ça, c'est une sorte de retournement incroyable. Alors, il ne s'agit plus de libération. Au contraire, c'est pour ça que nous parlons de smart colonisation, parce qu'il y a aussi une collusion entre le profit et le contrôle. Dès que vous faites quelque chose, vous êtes maintenant contrôlé à travers l'image. Annie Lebrun avec Jury Armanda, Ceci tuera cela, Images, Regard et Capital. C'est aux éditions Stock. Aurélien Bélanger, Télé-réalité, votre roman publié aux éditions Gallimard. On va voir ce qu'en pensent nos deux camarades que j'accueille, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Et oui, parce que ce matin, Hervé, vous allez nous parler de littérature. Mais pas n'importe laquelle, la littérature en mode popcorn. Et puis vous, Géraldine, dans votre carnet de philo, eh bien, c'est un partenariat avec le hors-série Lire Magazine consacré aux doutes. Et je m'en vais donc vous exposer tous mes doutes sur le doute. Allez, dans quelques instants.